La restauration de Meiji, Meiji Ishin, fut un événement capital dans l'histoire économique du Japon, marquant la fin du shogunat Tokugawa et le rétablissement du gouvernement impérial. Cette période de transformation économique radicale s'étendit de 1868 à 1912, durant laquelle le Japon, en tant qu'État, connut une croissance économique rapide, une modernisation et une occidentalisation considérable, devenant ainsi une puissance mondiale en seulement 50 ans. C'est une transformation économique rapide digne d'être étudiée, et c'est précisément ce que nous allons faire dans cette vidéo. Peu de transformations, peu de réformes politiques sont aussi significatives que la restauration de Meiji, une période de changements économiques sismiques qui a catapulté la nation vers la modernité. Cet événement a non seulement modifié la structure politique du pays, mais il a également redéfini son identité sur la scène mondiale en tant que puissance économique. En 1868, l'ancien régime féodal, dirigé par le shogunat Tokugawa, prit fin, laissant place à une nouvelle ère sous le règne de l'empereur Meiji. Meiji signifie « l'illuminé ». Ce changement ne fut pas simplement une transition de pouvoir, mais une transformation radicale qui toucha tous les aspects de la vie au Japon, de la politique et de l'économie à la société et à la culture. L'abolition du féodalisme en fut la base. L'introduction de nouvelles technologies, la modernisation des infrastructures et l'ouverture au commerce international ne furent que quelques-unes des nombreuses réformes mises en œuvre. Pour comprendre l'ampleur de ce changement, nous devons d'abord nous plonger dans le monde du Japon féodal. Un monde rigide et hiérarchique, avec des caractéristiques propres qui le différenciaient du féodalisme européen, qui a pendant des siècles défini la vie de son peuple. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons pleinement apprécier la profondeur et la portée de la transformation qu'a apporté la restauration de Meiji. Voici un résumé de ces aspects clés, structure sociale et politique. Le shogun, le chef militaire, détenait le pouvoir réel, tandis que l'empereur, bien que vénéré comme une figure divine, avait peu d'autorité politique. Son rôle était plus cérémoniel et spirituel, tandis que le shogun contrôlait les décisions importantes de l'État. Le shogunat Tokugawa fut la dernière et la plus influente période du féodalisme japonais, durant plus de 2 siècles. Cette période, connue sous le nom de période Edo, fut une ère de paix relative, mais aussi d'isolement du reste du monde. L'empereur était une figure décorative. Il avait peu de pouvoir réel. En dessous du shogun se trouvaient les daimyos. C'étaient des seigneurs féodaux qui gouvernaient tôt leur propre domaine, de vastes étendues de terre, avec une autonomie considérable. Les daimyos étaient-ils les puissants et riches seigneurs féodaux, tout cela au détriment du travail des paysans. Triste mais vrai. Ils donnaient des droits sur la terre aux samouraïs. Il y en avait donc beaucoup. Par conséquent, les daimyos commandaient ceux des armées de guerriers samouraïs. Ces puissants guerriers étaient constamment en compétition pour le pouvoir et l'influence, et vivaient dans des châteaux opulents. Les samouraïs. Les samouraïs jouissaient d'une position privilégiée dans le Japon féodal. C'étaient des guerriers habiles, mais aussi des érudits et de bons administrateurs pour les daimyos, car ils étaient également chargés de collecter les impôts des paysans. Les samouraïs servaient les daimyos et le shogun. Ces nobles guerriers suivaient un code d'honneur strict connu sous le nom de Bushido, qui dictait leur conduite aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. Le Bushido mettait l'accent sur la loyauté, les arts martiaux et l'honneur jusqu'à la mort. Ils vivaient et mouraient selon leurs principes. Au bas de l'échelle sociale se trouvaient les paysans. Ils constituaient la majeure partie de la population. Les paysans travaillaient la terre et étaient ceux qui généraient réellement la richesse. Nous devons insister sur ce point. La vie des paysans durant la période féodale japonaise, qui s'étend du XIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, était marquée par un certain nombre de caractéristiques distinctives. Dans cette structure sociale hiérarchique, les paysans étaient soumis à l'autorité des samouraïs et des seigneurs féodaux, daimyos, et étaient obligés de payer de lourds impôts qui leur laissaient à peine de quoi survivre. S'ils tombaient malades, ils mouraient tout simplement. Ils avaient peu de mobilité sociale et peu de droits. L'agriculture était la base de leur subsistance, et la culture du riz était fondamentale. Ils travaillaient de longues journées, un dur labeur qui commençait avant le lever du soleil. De longues heures dans les champs,
confrontés à des conditions climatiques difficiles et à des outils limités. Leurs sacrifices et leur travail garantissaient la subsistance de toute la pyramide sociale, car ils devaient remettre une part importante de leur récolte, jusqu'à 70% de leur production, comme impôt aux daimyos. De plus, ils étaient obligés d'effectuer des travaux publics, tels que la plantation d'arbres, la construction et l'entretien des routes et des canaux. Ils vivaient dans des villages agricoles, où la coopération et le sens de la communauté étaient essentiels. Ils avaient peu de liberté personnelle. La série Oshin peut vous aider à comprendre ce qu'était la vie sous le joug des propriétaires terriens. Ils étaient soumis à des lois et à des réglementations strictes imposées par les seigneurs féodaux. Mais il y avait des personnes comme les bourreaux, les prostituées ou les mendiants qui occupaient une position inférieure, même aux agriculteurs. En résumé, la vie des paysans dans le Japon féodal était une vie de dur labeur constant, de dépendance et de limitation, mais aussi de communauté et de traditions enracinées. Ce système féodal a défini le Japon pendant des siècles. Il a fourni de la stabilité, mais il a aussi engendré beaucoup de tristesse, de larmes et de souffrances, ainsi qu'un grand ressentiment et un mécontentement parmi les classes inférieures envers leurs oppresseurs. Le changement approchait. L'arrivée du commodore Matthew Perry de la marine des États-Unis en 1853 allait perturber ce fragile équilibre. L'arrivée des navires noirs a forcé le Japon à s'ouvrir au commerce international, ce qui a mis en évidence la faiblesse du shogunat. Cette défaite humiliante face à seulement quelques navires a provoqué le mécontentement de certains daimyos et de nombreux samouraïs envers le shogunat Tokugawa. Face à cette défaite si facile, la nécessité de moderniser le Japon est devenue urgente. Alors, pour résister à l'influence occidentale et assurer l'existence même d'un Japon indépendant, la restauration Meiji a été impulsée. La restauration Meiji a marqué la fin du féodalisme au Japon et le début d'une modernisation et d'une occidentalisation rapide du pays. Aspect clé de la réforme Meiji. Le système économique féodal a été aboli, libérant les paysans et permettant la mobilité sociale. Auparavant, 70% de la production du paysan allait aux propriétaires terriens. Mais sous prétexte de modernisation économique, l'État a pu rediriger les ressources collectées par les daimyos vers l'État. Par conséquent, l'abolition du féodalisme n'a pas été faite pour libérer le peuple de ses oppresseurs, mais pour des intérêts plus égoïstes. Le féodalisme a été aboli pour que l'État puisse collecter plus d'argent. Cependant, la restauration Meiji a transformé le Japon d'une société féodale isolée en une puissance industrialisée moderne. En 50 ans à peine, le Japon est devenu une puissance militaire et coloniale en Asie, à tel point que cela a permis la participation du Japon à la Seconde Guerre mondiale. En résumé, la réforme Meiji a été une période de changements profonds et accélérés qui ont remodelé la société japonaise et marqué le début de son ascension comme puissance mondiale. Comment s'est déroulé le processus d'abolition du féodalisme? Comment les paysans ont-ils accédé à la terre? Apparemment, ce fut un processus compliqué car il y a eu plusieurs réformes agraires. Voici les aspects les plus importants concernant la façon dont le féodalisme a été aboli et comment les paysans ont accédé à la terre pendant cette période. Abolition du système féodal. Le système féodal, en vigueur depuis des siècles, a été aboli en 1871, seulement 4 ans après le rétablissement de l'empereur. Cela signifiait que les paysans n'étaient de plus liés à la terre et pouvaient acheter et vendre des propriétés librement. Puis, 2 ans plus tard, la réforme de l'impôt foncier de 1873, basée sur la valeur de la terre plutôt que sur la production agricole. Bien qu'il ne représentait que 3% de la valeur de la terre, cela a suffi à inciter les paysans à augmenter la productivité de leurs terres, car ils bénéficieraient désormais directement de toute augmentation de la production. Cette réforme a été un pilier fondamental pour financer la modernisation Meiji. Déjà à cette époque, on cherchait à établir un système fiscal stable et moderne. Ce système d'impôt foncier, bien que primitif, a permis au gouvernement d'avoir une entrée de capitaux stable pour financer la modernisation du Japon. Émission d'obligations foncières aux anciens seigneurs féodaux en compensation de la perte de leurs terres. Encouragement de la propriété privée, le gouvernement a activement promu la propriété privée de la terre parmi les paysans. Des programmes de crédit agricole ont été créés pour aider les paysans à acheter leurs propres terres. Comme vous le voyez,
Les réformes agraires de l'ère Meiji, bien que primitives, ont eu un impact significatif sur l'agriculture japonaise et sur la vie des paysans. Le nouveau système fiscal et la promotion de la propriété privée ont incité les paysans à investir dans l'amélioration de leurs terres et à adopter de nouvelles techniques agricoles, ce qui a conduit à une augmentation significative de la productivité. Les paysans, en devenant propriétaires de leurs terres et en bénéficiant directement de leur travail, la situation économique de beaucoup d'entre eux s'est considérablement améliorée. Une considération à l'encontre. Le système féodal a été aboli, mais la mentalité de Meiji n'a pas pu comprendre la propriété de la terre, de sorte que le marché foncier reste actif jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la source d'un autre grand problème, la spéculation immobilière. Malgré tout, les réformes agraires ont jeté les bases de la modernisation de l'agriculture japonaise, qui est devenue un facteur clé de son développement économique. La réforme a également permis aux paysans de vendre leurs récoltes directement, ce qui a aidé le commerce local. La réforme Meiji a également stimulé la modernisation de l'agriculture, avec l'introduction de nouvelles technologies et méthodes de culture. Ces changements ont accru la productivité agricole, mais ont également nécessité des investissements que certains paysans ne pouvaient se permettre. En résumé, la réforme Meiji a radicalement transformé le régime foncier au Japon, permettant à de nombreux paysans de devenir propriétaires, mais en raison de lacunes dans la gestion de la propriété foncière, elle a généré de nouvelles inégalités et de nouveaux défis économiques qui persistent encore aujourd'hui. Parlons maintenant de ce nouvel impôt foncier. Pendant la réforme Meiji, l'impôt sur la valeur de la terre, primitif, a été mis en place. En raison de l'absence de méthode procédurale, il a subi des changements importants et il est important de comprendre son évolution. Dans le système féodal précédent, l'impôt était basé sur la récolte, comme s'il s'agissait d'une punition pour la production. Caractéristique clé. La collecte de cet impôt a été la base fondamentale de la croissance économique du Japon, car elle a fourni au gouvernement une source stable de revenus, tout en encourageant la propriété privée des terres, mais à des fins productives. Malgré leurs difficultés, les paysans ont développé un fort sens de la communauté. Ils dépendaient tous les uns des autres pour se soutenir. Bien sûr, ils devaient payer un impôt foncier à l'État. Mais c'était bien mieux qu'à l'ère féodale, où ils devaient payer plus de 70% de leur production aux propriétaires terriens. Ils partageaient le peu qu'ils avaient. Ils célébraient les fêtes ensemble. Ils honoraient les anciennes traditions. Les paysans étaient la colonne vertébrale du Japon. Ils maintenaient le pays en marche malgré les inégalités du système féodal. Comment le système féodal s'est-il effondré? L'arrivée du Commodore Perry et de ses vaisseaux noirs a exposé la vulnérabilité du Japon face à l'Occident. Perry a exigé que le Japon ouvre ses ports au commerce. Il a menacé de recourir à la force militaire en cas de refus. Le shogunat, affaibli par la corruption et l'inefficacité, a été contraint d'obtempérer. Cela a déclenché une vague de sentiments anti-gouvernemental. De nombreux Japonais se sont sentis humiliés par la faiblesse du shogunat. Ils ont appelé au retour de l'empereur au pouvoir. Ils croyaient qu'il pouvait restaurer la force et le prestige du Japon. Pendant ce temps, la paysannerie, accablée par de lourds impôts et une économie stagnante, devenait de plus en plus agitée. Ils étaient inspirés par les appels au changement croissant. Ils ont vu une opportunité d'améliorer leur sort. Le décor était planté pour une révolution. L'ancien ordre était sur le point d'être balayé. En 1868, un groupe de jeunes samouraïs, mécontents de la gestion des affaires étrangères par le shogunat, a organisé un coup d'État. Ils ont renversé le shogunat et restauré l'empereur Meiji au pouvoir. Cet événement a marqué le début de la restauration de Meiji, une période de transformation radicale au Japon. Les dirigeants Meiji étaient déterminés à moderniser le Japon. Ils voulaient renforcer le pays. Ils voulaient éviter d'être colonisés par les puissances occidentales. Ainsi, ils se sont lancés dans un ambitieux programme de réformes. Ces réformes ont touché tous les aspects de la société japonaise. Le gouvernement Meiji a aboli le système féodal. Ils ont dépossédé les daimyo de leurs terres et de leur pouvoir. Ils ont créé un gouvernement moderne et centralisé. Ils ont établi une monarchie constitutionnelle basée sur le modèle prussien. Ils ont mis en place l'éducation universelle et une armée de conscrits. Le Japon se transformait rapidement en un État-nation moderne.
Cinquième partie. Une puissance mondiale. La place du Japon sur la scène mondiale. La restauration de Meiji a transformé le Japon d'un marigot féodal en une nation moderne et industrialisée en seulement 50 ans. Il est devenu une puissance militaire et économique majeure. Il a affirmé sa domination en Asie de l'Est en battant la Russie. Il a rejoint les rangs des grandes puissances mondiales. Le succès du Japon n'a pas été sans coup. La modernisation rapide a conduit à l'agitation sociale et aux inégalités. Elle a également alimenté l'impérialisme japonais. Le Japon a cherché à étendre son influence en Asie. Il a colonisé la Corée et Taïwan. Il a mené une série de guerres en Chine. Les ambitions impériales du Japon allaient finalement mener à sa défaite lors de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, l'héritage de la restauration de Meiji a perduré. Le Japon est sorti des cendres de la guerre comme une puissance économique. Il a joué un rôle majeur dans l'économie mondiale. 9e section. L'héritage de Meiji. Les échos de la restauration dans le Japon moderne. La restauration de Meiji fut un événement crucial dans l'histoire économique japonaise. Elle marqua la fin du féodalisme. Elle marqua le début d'une ère de modernisation et d'industrialisation rapide. Elle transforma le Japon en une grande puissance mondiale. L'héritage de la restauration de Meiji se fait encore sentir aujourd'hui. L'engagement du Japon envers l'éducation, la technologie et l'innovation remonte à cette période. La constitution de Meiji, adoptée en 1889, a jeté les bases du système politique moderne du Japon. La restauration de Meiji a également laissé un héritage plus problématique. Les ambitions impériales et le militarisme du Japon ont eu des conséquences dévastatrices. Cependant, les leçons du passé n'ont pas été oubliées. Le Japon d'après-guerre a renoncé à la guerre. Il a embrassé le pacifisme et la coopération internationale. Il est devenu un citoyen du monde exemplaire. La restauration de Meiji, avec toutes ses complexités et ses contradictions, continue de façonner le Japon d'aujourd'hui. De tout ce que nous avons étudié sur la réforme Meiji, nous concluons que, pour parvenir à un État fort et un peuple prospère, il faut instaurer un impôt sur la valeur pure du terrain, et celui-ci doit être suffisant pour éliminer la spéculation foncière. Ceci est une interprétation moderne, et non une leçon directe de la réforme Meiji elle-même. Si la réforme de l'impôt foncier a été un élément crucial de la modernisation du Japon, avec l'abolition du féodalisme, son objectif principal n'était pas spécifiquement d'éliminer la valeur créée par la spéculation immobilière au sens moderne du terme. La réforme Meiji visait à centraliser le pouvoir sous l'autorité de l'empereur et à démanteler le système féodal du shogunat Tokugawa. Cela impliquait l'abolition des domaines féodaux, Ashan, et la création de préfectures sous contrôle central. Ainsi, les daimyos, seigneurs féodaux, ont perdu leur pouvoir politique et militaire. L'impôt foncier visait à établir un système fiscal moderne et à financer le nouveau gouvernement centralisé. L'impôt était fixé à 3% de la valeur estimée du terrain, payable en espèces plutôt qu'en nature. Le propriétaire enregistré du terrain est devenu responsable du paiement de l'impôt et le seul titulaire du terrain. Nous devons souligner ce point pour une gestion correcte des droits légaux et fiscaux sur la propriété foncière. Les impôts fonciers, comme la taxe foncière ou la taxe d'habitation, incombent généralement aux propriétaires enregistrés. Cela est dû au fait que l'impôt est directement lié à la possession et à la valeur du bien immobilier. Le registre foncier désigne généralement une ou plusieurs personnes comme titulaires légaux. Si le propriétaire enregistré est le seul nom figurant sur le titre de propriété, il est alors le seul titulaire légal de ce terrain. En résumé, le processus d'enregistrement de la propriété établit clairement qui est le propriétaire légal et, par conséquent, qui est responsable des obligations financières associées à cette propriété, comme le paiement des impôts. Il est important de noter qu'il peut exister des situations exceptionnelles ou des complexités juridiques, comme les usufruits, les fiducies, etc., qui pourraient influencer la responsabilité du paiement des impôts ou la titularité à certains égards. Mais la règle générale est celle qui a été décrite. Objectifs principaux de la réforme de l'impôt foncier. De la réforme Meiji, on a appris que pour éliminer le système féodal, il était nécessaire de réformer radicalement la structure politique, sociale et économique, y compris un nouveau système d'impôt foncier qui renforcerait le gouvernement central et établirait la propriété privée. Si l'impôt foncier était basé sur la valeur,
L'idée de l'utiliser spécifiquement pour lutter contre la spéculation immobilière au sens moderne n'était pas l'objectif central de cette réforme. Il s'agit plutôt d'une interprétation contemporaine de la façon dont un impôt foncier pourrait être utilisé pour s'attaquer aux problèmes économiques actuels. Dans un monde où la spéculation immobilière est le seul modèle existant, si l'on a éliminé le féodalisme, ne pas abolir la spéculation foncière revient à laisser l'essence du féodalisme vivante. Cela souligne un aspect crucial de la façon dont le pouvoir économique peut persister même après des changements formels ou des révolutions. Décomposons. L'élimination du féodalisme, un système basé sur la propriété foncière et les obligations hiérarchiques, sans s'attaquer à la spéculation foncière laisse intacte l'essence du contrôle féodal. En effet, la spéculation foncière permet à des individus ou à des entités de contrôler l'accès à une ressource fondamentale, la terre, et d'en extraire des richesses sans nécessairement contribuer à sa productivité. Pourquoi la spéculation foncière peut-elle imiter le féodalisme ? De même que les seigneurs féodaux contrôlèrent la terre nécessaire à la survie et à la production, les spéculateurs fonciers contrôlent l'accès à cette ressource vitale, nécessaire à tout, au logement, à l'agriculture, à l'industrie, à la création d'emplois et bien plus encore. Ce contrôle leur procure un avantage important: extraction de revenus non gagnés, recherche de rente. Les seigneurs féodaux extrayaient des richesses, travail, bien, de ceux qui travaillaient la terre. De même, les spéculateurs fonciers peuvent profiter de l'augmentation de la valeur des terres due aux investissements publics, à la croissance démographique et à d'autres facteurs sociaux, sans nécessairement améliorer la terre elle-même. Ceci est souvent considéré comme une forme de recherche de rente. Les deux systèmes peuvent entraîner des disparités importantes en termes de richesse et de pouvoir, avec une classe de propriétaires terriens comme spéculateurs qui profitent de manière disproportionnée par rapport à ceux qui ont besoin d'accéder à la terre pour leur subsistance. Les prix élevés des terres dus à la spéculation peuvent créer des obstacles importants pour les nouvelles entreprises, les agriculteurs et les particuliers qui cherchent un logement, ce qui reflète la façon dont la propriété féodale des terres limitait les opportunités pour ceux qui n'étaient pas nés dans une famille privilégiée. Mais la réforme Meiji de l'impôt sur la valeur du terrain, basée sur sa capacité productive, est une excellente solution aux problèmes actuels. Si l'on imposait tous les terrains vacants comme s'ils étaient construits, qu'ils soient utilisés ou non, cela rendrait la détention de terrains à des fins spéculatives moins attrayantes, car le propriétaire serait toujours confronté à une obligation fiscale basée sur leur potentiel. En taxant la capacité productive potentielle, on encourage les propriétaires à utiliser la terre efficacement ou à la vendre à quelqu'un qui le fera. Cela peut conduire à une utilisation plus optimale des terres et à une activité économique plus dynamique. On récupère pour le peuple la valeur créée par le peuple lui-même. La valeur du terrain est fortement influencée par les investissements publics, infrastructures, services et la croissance communautaire. Un impôt sur la valeur pure du terrain peut récupérer la totalité de ces valeurs créées publiquement au profit du public. Les nouvelles recettes fiscales pourraient potentiellement éliminer tous les autres impôts nuisibles. Un seul impôt sur la valeur pure du terrain, bien mis en œuvre, pourrait remplacer ou réduire d'autres impôts, tels que l'impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée ou l'impôt sur l'épargne, qui peuvent décourager les activités productives. En conclusion, en étudiant les réformes Meiji, nous avons correctement identifié un lien crucial entre le contrôle des terres et le potentiel d'un pouvoir économique enraciné, même en l'absence de structure féodale formelle. La spéculation immobilière peut, en effet, perpétuer certains des problèmes centraux associés au féodalisme. La solution que vous proposez, un impôt sur la valeur du terrain basé sur la capacité productive, est un mécanisme efficace et puissant pour abolir la spéculation immobilière et encourager une utilisation plus équitable et efficace des terres. Son objectif est de déplacer la charge fiscale des activités productives des personnes vers la valeur pure du terrain, affaiblissant potentiellement l'essence du féodalisme, qui persiste jusqu'à aujourd'hui sous la forme d'une spéculation immobilière effrénée. Nous devons agir rapidement, car les désastres de la spéculation foncière s'aggravent d'heure en heure. Rejoignez le combat en diffusant cette vidéo ou en parlant. Nous n'avons rien à perdre, mais tout un monde à récupérer. À suivre dans une autre vidéo.